Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce nouveau webinaire, le 4e de l'année qui est proposé par la cellule intelligence économique d'IPC. Alors, ce webinaire, pardonnez-moi, voilà, petit problème technique. Ce webinaire donc accompagne la publication prochaine donc de la seconde partie d'une étude dédiée à la décarbonation de l'industrie des plastiques et des composites. Dont je vous rappelle, le premier volet avait fait l'objet d'un rapport publié et présenté, c'était au mois de juillet. Donc dans ce premier volet, nous avions abordé la question de la décarbonation par l'innovation technologique. Aujourd'hui, dans ce second volet, il sera question, donc cette fois-ci, des matériaux et des produits plastiques, ce qui nous permettra de voir comment, tout au long de leur cycle de vie, ces matériaux peuvent contribuer à la réduction des émissions de CO2. Alors, sans plus attendre, commençons ce nouvel exposé. Alors, la question qui est posée est la suivante. Puisque le plastique est source de bien des maux, ne peut-on pas tout simplement s'en passer? Plus encore, ne peut-on pas le remplacer par d'autres matériaux qui seraient plus vertueux, c'est-à-dire moins carbonés, tout en continuant d'afficher les mêmes propriétés, voire même d'être plus performants? Alors, nous allons voir que certains industriels ont répondu par l'affirmative à cette question, mais également que le débat portant sur la substitution est loin d'être tranché. Alors, papier, carton, cellulose moulée, donc tous des dérivés de la cellulose. Alors ici, l'idée première est que les dérivés de la cellulose sont souvent considérés comme plus durables que le plastique, alors simplement parce qu'ils proviennent de ressources renouvelables et parce qu'ils sont jugés plus facilement biodégradables ou recyclables. Alors les industriels ne se privent pas de cette opportunité, ils proposent des alternatives et comme nous allons le voir, ces alternatives concernent principalement, alors c'est un constat, les emballages. Alors avant d'en présenter quelques cas, une remarque d'abord. Alors nous avons constaté que les industriels justifient le recours aux dérivés de la cellulose parce que, alors ça permet d'éliminer de très grandes quantités de plastique de leur chaîne d'approvisionnement. Et deux, ces emballages sont recyclables, réutilisables ou compostables, donc au final moins polluants. Et plus rares sont ceux qui mettent explicitement en avant l'argument de la décarbonation. Alors, quelques exemples malgré tout. Concernant l'alimentaire, par exemple, on a le britannique Sourceful qui propose un sachet en papier qui réduit l'utilisation de plastique de 99% et les émissions de carbone jusqu'à 40% par rapport au sachet en plastique traditionnel. Toujours dans l'alimentaire, Mars et Amcor, par exemple, qui de leur côté testent un emballage papier dont le statut de neutralité carbone est certifié par l'organisme certificateur SIS Global. Concernant l'hygiène aussi, c'est Sainsbury qui propose un emballage qui réduit de 80% l'utilisation de plastique, ce qui entraîne une réduction de 50% des émissions de CO2, voire également Albéa, qui a conçu un emballage composé de 46% de plastique en moins que les tubes classiques, ce qui lui permet de réduire de 24% les émissions de CO2. Alors, d'autres exemples s'il y en a d'autres, mais ceci étant, créer des emballages en papier nécessite au préalable de les rendre réellement utilisables. C'est-à-dire qu'il faudrait par exemple garantir qu'ils aient des propriétés, par exemple barrières ou qu'ils soient hydrofuges. Alors ça nécessite des traitements spécifiques. Alors justement, deux cas particuliers que nous avons identifiés. Nous avons premièrement la grenobloise Silcoa, qui est en train actuellement de développer un procédé permettant de rendre étanches des emballages à base de cellulose, ceci via le dépôt par application gazeuse d'une couche d'oxyde d'aluminium de quelques nanomètres. Ou alors, nous avons l'israélienne Melodea qui a lancé un revêtement composé de deux produits dans une seule sous-couche, un revêtement qui résiste à la vapeur d'eau, à l'huile, aux arômes,
qui possède des propriétés de thermocellage et qui est en mesure de remplacer le VOH ou le PE sur le papier. Alors, le papier est-il véritablement aussi écologique que ce que prétendent ses utilisateurs? C'est précisément la question à laquelle a cherché à répondre une coalition d'ONG épaulée par un organisme de recherche indépendant Profundo dans un rapport qui a été publié récemment, c'était le 12 septembre, un rapport intitulé Disposable Paper-Based Packaging, The False Solution to the Packaging Waste Crisis. L'on y découvre, donc dans ce rapport, que le papier est une fausse solution, ainsi qu'une mise en garde des décideurs sur les risques associés à une croissance incontrôlée des emballages à base de papier. Alors, parmi les arguments avancés, les emballages alimentaires à base de papier contiennent rarement du contenu recyclé et les mêmes emballages sont à l'origine de la déforestation mondiale et de la consommation industrielle d'eau. Alors, quelques jours plus tard, le 26 septembre, c'est le Comité français de l'emballage papier-carton, la COFEPAC, qui a décidé de riposter en répondant point par point aux différentes allégations qu'il qualifie d'erronées, allégations diffusées dans le précédent rapport. Alors, on ne va pas étudier tout ça ici, mais ce que l'on retient, c'est que finalement, la succession d'arguments, de données, de communiqués sont susceptibles de brouiller les pistes plus que de les éclairer. Malgré le sérieux apparent des analyses, les résultats se contredisent, bien évidemment. Alors, le risque est de penser que tout cela relève d'une guerre de l'information qui pourrait malheureusement décrédibiliser les démarches des uns et des autres, aussi sérieuses soient-elles. Mais nous aurons l'occasion de revenir un petit peu sur ce point plus loin. Alors, toujours concernant la substitution, le papier carton n'est pas la seule alternative au plastique. D'autres matières sont considérées comme plus écologiques, comme les fibres végétales, le bois, le bambou, le verre, le métal. On a même vu apparaître un film inorganique base de calcaire qui était proposé par LVMH. Alors ici aussi, ces alternatives sont envisagées du double point de vue environnemental et technique, c'est-à-dire qu'ils sont choisis d'une part pour leurs propriétés intrinsèques, parce qu'ils peuvent répondre de meilleure manière à une application que ce que pourrait le faire en plastique, et d'autre part parce qu'ils contribuent à la réduction de la pollution plastique. En effet, ils sont vus comme recyclables à l'infini, sans perte de qualité, aisément réutilisables ou réemployables. Alors ici encore, peut-être plus que pour le papier, l'argument carbone n'est que très peu, voire pas du tout évoqué par les industriels. C'est plutôt l'argument de la réutilisation qui est privilégié. Alors, on peut malgré tout citer un exemple où la décarbonation est mise en avant. C'est l'exemple de Nestlé qui, depuis février, teste en Allemagne des contenants réutilisables en acier inoxydable pour son cacao Nesquik, un contenant qui porte le nom de Anita in Steel. Alors, c'est en collaboration avec la start-up allemande Circolution, a été mis au point donc un contenant compatible avec les machines de déconsignation en place dans les supermarchés. Et d'après Circolution, après 5 rotations, le bilan carbone d'Anita in Steel est celui d'un bocal en verre usagé, en verre à usage unique. Mais comme ce contenant peut supporter 75 cycles, alors cette solution permettrait d'économiser environ 5 kg de plastique ou 36 kg de verre. Alors, nous savons, certains se détournent du plastique parce qu'ils prennent en compte les accusations habituelles qui lui sont faites en matière environnementale et sanitaire. Mais ici, le point de vue CO2 semble changer la donne. Si on s'intéresse au cycle de vie des produits, les vertus écologiques des matériaux alternatifs peuvent être remises en cause. C'est ce que nous rappelle d'abord Paulivia dans son livre blanc qui a été publié et présenté en mars 2022, rapport qui évoque une étude de 2011 menée par le cabinet Denkstat sur l'ensemble du cycle de vie des emballages de différentes compositions,
C'est une étude qui avait conclu que le remplacement pour la seule Europe, le remplacement de tous les emballages en plastique par des matériaux alternatifs aurait pour conséquence, de multiplier par 4 la masse des emballages, de multiplier par plus de 2 l'énergie consommée tout au long de leur cycle de vie, et 3, de multiplier par près de 3 les émissions de gaz à effet de serre. Alors, beaucoup plus récemment, ça se passait au mois de juin, donc paraissait un rapport intitulé Decarbonization of Single-Use Beverage Packaging, Investigating 1.5 degree future by 250, un rapport qui est le résultat d'une étude commandée par l'ONG Zero Waste Europe, où il est montré que dans des applications d'embouteillage, l'aluminium, le PET et le verre devraient dépasser d'au moins 50% le budget carbone qui leur est alloué. Donc le plastique, le verre à usage unique dans ce cadre-là est le plus important contributeur, suivi du PET et de l'aluminium. Alors le plastique dans ce cadre-là ne s'en sort pas si mal, mais reste que cette étude vise plus à convaincre de la nécessité de limiter l'usage du plastique pour l'emballage et surtout de privilégier le réemploi. Alors ici encore, la question de la guerre de l'information qu'on a évoquée tout à l'heure pourrait se poser. C'est une question qui peut se poser d'autant plus légitimement qu'apparu au mois de juillet de cette année les résultats d'une étude qui ose justement remettre en cause la probité des analyses de cycle de vie. Donc une étude qui a fait grand bruit. Donc dans ce rapport, publié par Eunomia Research and Consulting, commandité par les ONG Zero Waste Europe et Reloop. Donc dans ce rapport, il est montré comment les conceptions et les méthodologies d'ACV, pardonnez-moi. Donc il est montré comment les conceptions et les méthodologies d'ACV, donc d'analyse du cycle de vie, produisent généralement des résultats biaisés. Donc le document montre précisément comment des ACV menés de manière indépendante sur n'importe quel sujet peuvent et produisent presque toujours d'ailleurs des résultats favorables pour les entreprises et les associations qui les commandent. Donc à méditer. Alors, plastique biosourcé. Donc, il est admis que les matériaux biosourcés sont un levier de décarbonation. Alors, c'est vrai, ces polymères sont issus de la biomasse, quoique composés d'atomes de carbone. Ils permettent à l'industrie de réduire ses émissions de CO2 parce que leur production limite l'utilisation de ressources fossiles polluantes et même peut permettre de stocker le CO2 dans un produit fini. Alors, toutefois, il faut noter que, puisque c'est là notre sujet, sur l'ensemble des publications, des articles qui font état des recherches et innovations liées à l'utilisation de la biomasse, qu'elle soit végétale, animale ou fongique d'ailleurs, sur l'ensemble de ces publications, aucune ne fait référence à la notion de décarbonation. On parle simplement d'alternatives durables et moins polluantes. Alors, ceci étant, ces bioplastiques, en termes à prendre entre guillemets, représentent à peine 1% de la production mondiale de plastique. Toutefois, l'intérêt pour ces derniers grandissante. Par exemple, selon l'Association française des compostables biosourcés, la FCB, on estime que d'ici à 2027, la part des bioplastiques devrait connaître une croissance de 23%. Les volumes de production devraient tripler entre 2022 et 2027. Et de son côté, nous avons également European Bioplastic qui estime que la production mondiale de bioplastique devrait passer d'environ 2,23 millions de tonnes en 2022 à près de 6,3 millions de tonnes en 2027. Alors, juste une dernière petite remarque sur ce point. Ces derniers chiffres de European Bioplastic sont à réviser parce qu'on a appris tout récemment que l'organisation avait annoncé avoir travaillé avec Plastic Europe et Nova Institute pour fournir de nouvelles données. Voilà, donc elles n'ont pas toutes été publiées, mais il serait question plus exactement pour ce qui concerne l'année 2022, d'un volume de production de 1,9 million de tonnes. Voilà, donc on attend la publication des autres chiffres.
Donc, pour finir avec les bioplastiques, il est intéressant de revenir sur leurs vertus supposées. On ne va pas rouvrir plusieurs débats, mais bon, il a été montré malgré tout que ces bioplastiques sont susceptibles de générer tout au long de leur cycle de vie des impacts sur l'environnement qui peuvent être parfois aussi nocifs que leurs homologues conventionnels. Rapidement, ces plastiques, certes, peuvent permettre d'utiliser les sous-produits de l'agriculture, mais la question se pose des inconvénients possibles si la production venait à augmenter fortement. Autre point aussi à mentionner, c'est si l'on sait que la production d'une tonne de PLA exige 2,39 tonnes de maïs, 0,37 hectares de terre et 2,921 mètres cubes d'eau, ça signifie au final une utilisation massive de terres arables, des besoins non conséquents, voire le recours à des OGM pour la production à grande échelle de céréales et de sucre. Se pose aussi la question de l'usage de pesticides pour assurer des rendements, l'usage de fertilisants. Voilà, donc plusieurs questions peuvent se poser et également les questions de fin de vie. Voilà, donc c'est pas le sujet, on va arrêter là-dessus sur ces vertus, mais ce qui était intéressant de voir, c'est le relativisme que l'on peut voir sur l'utilisation et les vertus, enfin, l'utilisation de ces biosourcés et les vertus qui leur sont prêtées. Alors, il y a d'autres stratégies de décarbonation que celles qui visent, comme on vient de voir, à se passer du plastique ou à produire des plastiques autres que pétrosourcés. Et ces alternatives reposent, nous allons le voir, tant sur le matériau que sur le produit. Et ces alternatives empruntent trois pistes qui sont l'origine, l'usage et la fin de vie. Alors, ça se traduit en deux idées. La première idée est que la décarbonation est recherchée en agissant au niveau de la matière première. Alors ici, ce sera l'origine et le choix du matériau qui seront en jeu. Par exemple, il sera question d'utiliser des matériaux qui ne nécessitent pas une extraction depuis la nature et qui génèrent des émissions supplémentaires de CO2. On va penser notamment ici aux matériaux recyclés, où il peut s'agir du choix d'un seul matériau pour ne pas gêner les processus de recyclage. La seconde idée que nous avons évoquée est que la décarbonation est recherchée en agissant cette fois-ci au niveau du produit fabriqué. Et cette idée, nous l'avons constaté, se décline en trois stratégies. Alors, il y a une stratégie qui repose sur les propriétés intrinsèques de la pièce fabriquée. Il sera par exemple question d'alléger une pièce de manière à limiter le recours à une matière première problématique, ou alors de penser une pièce pour faciliter le remplacement de certaines composantes ou l'intégration de nouvelles. Une deuxième stratégie est une stratégie qui repose sur l'usage du produit fini. Autrement dit, son utilisation ne devra pas générer, ou du moins le moins possible, ne devra pas générer d'émissions de CO2. Il pourra être question d'allègement pour économiser de l'énergie pour pouvoir déplacer un objet. Et enfin, une troisième stratégie qui repose sur la fin de vie d'un objet que l'on s'évertuera, enfin une fin de vie que l'on s'évertuera à repousser par différents types de valorisation. On pense au réemploi, à la réparation par exemple. Alors le recyclage, grâce au recyclage, on peut maintenir en circulation dans l'économie dite circulaire le carbone organique contenu dans le plastique. C'est donc autant d'équivalents carbone économisés. Alors de ce point de vue, l'intégration de plastique recyclé permet un véritable gain environnemental. Alors, quelques chiffres viennent tout de même étayer cet argument. Alors, par exemple, selon Polyvia, une tonne de plastique régénérée et réincorporée en France dans un nouveau cycle industriel, ceci par rapport à un plastique vierge. Donc, une tonne de ce type de plastique, c'est une réduction de gaz à effet de serre
entre 1300 et 2200 kg équivalent CO2. De son côté, l'Université des Nations Unies estime que si dans l'Union européenne, 50% du plastique était réutilisé, cela équivaudrait à une économie de 5 millions de kWh d'énergie et 2 millions de tonnes d'émissions de CO2. Et dernièrement, le Sénat nous rappelait, faisait mention d'une étude qui date de 2017 qui avait montré qu'une tonne de PET recyclé permettait d'économiser 70% de gaz à effet de serre et 83% d'énergie par rapport à la production d'une tonne de résine vierge. Cette économie de gaz à effet de serre et d'énergie atteignait 89% pour le recyclage d'une tonne de PEHD. Alors ici, l'idée n'est pas de recueillir une innombrable liste de chiffres qui visent à démontrer les équivalents CO2 économisés, mais juste de montrer le potentiel du recyclé. Et à ce sujet, nous avons identifié de multiples exemples sur notre plateforme de veille Polymédia. Alors on peut citer par exemple le lancement au mois d'août de 2 nouveaux produits pour l'industrie automobile par Burroughs plc et Borealis, des produits qui ont fait l'objet d'une évaluation de l'empreinte carbone certifiée ISO par le TÜW Rheinland. Alors, le premier produit contient 50% de recyclé, ce qui équivaut à une réduction d'empreinte carbone d'environ 28% par rapport aux qualités vierges. Et le second produit, qui contenait un mélange allant jusqu'à 70% de recyclé, est capable d'atteindre une réduction de 32% de l'empreinte carbone par rapport, une fois encore, aux qualités vierges. Autre exemple, nous avons les Allemands Bruckner Maschinenbau, qui est un fournisseur de lignes d'étirage de films, avec la société de conseil en énergie Vistra, qui ont montré, en s'appuyant sur une base de données issue d'une usine de production de films en fonctionnement, que le principal levier de réduction des émissions de CO2 résidait dans les matières premières. Et ils ont donc montré qu'en utilisant 30% de matières recyclées, il était possible de réduire les émissions totales de CO2 de 20%, passant de 2,744 kg à 2,193 kg par kilogramme de films produits. Dernier exemple, Michelin et Knauf Industries qui ont annoncé en septembre avoir produit des lots de produits finis d'élastomère et de plastique en intégrant 100% de styrène issu de déchets plastiques recyclés en utilisant la technologie Pyrowave. Et à cette occasion, Pyrowave a rappelé que le styrène recyclé générait des émissions de gaz à effet de serre de 82% inférieures à celles du styrène d'origine fossile. Alors, pour terminer sur le recyclage, c'était intéressant de parler d'un cas un peu particulier, de montrer que certains des acteurs qui ont fait le pari du recyclé, pour des raisons spécifiquement liées à la décarbonation, ont fini par réviser leur copie pour les mêmes raisons, pour des raisons de décarbonation. L'exemple qui a fait grand bruit, c'est celui de Lego. Donc, pour mémoire, il y a 2 ans, sur la base d'un prototype en PET recyclé, et avec une volonté de remplacer le plastique pétrosourcé à l'horizon 2030, Lego avait fortement investi sur le sujet, notamment avec l'ouverture d'un centre de recherche de près de 150 personnes. Alors, il s'avère qu'au mois de septembre, on en a bien entendu parler, Lego a annoncé avoir renoncé à ce projet après avoir testé des centaines de versions. Un mouvement qui aurait augmenté ses émissions de carbone au cours de la durée de vie des jouets. Alors, en cause, notamment la nécessité de revoir tous les équipements et processus de production. Selon Lego, le PET de deuxième main était plus mou que l'ABS habituel. Il a fallu ajouter des ingrédients et accroître l'énergie nécessaire à la fabrication. Voilà, donc pour la petite histoire, et pour terminer là-dessus, Lego chercherait aujourd'hui plutôt à améliorer l'empreinte carbone en incorporant plutôt graduellement plus de matériaux biosourcés ou recyclés. Alors, parlons du réemploi de la réutilisation à présent. Donc, la logique ici va être la même que celle qui guide les stratégies de recyclage. Le réemploi et la réutilisation permettent de prolonger la durée de vie et permettent de ne pas surconsommer des ressources qui plus est fossiles.
Alors, à une différence près, malgré tout, c'est que dans le cas du réemploi et de la réutilisation, ici, c'est donc le produit qui est concerné et non plus le ou le matériau qui les compose. Alors, cette logique, ça, nous avons pu le constater, c'est une logique qui est principalement suivie dans le secteur de l'emballage, où les questions du devenir des emballages et les questions de réduction des emballages à usage unique n'ont jamais été aussi sérieusement posées que ces 2 dernières années. On a par exemple en Europe la directive européenne relative au plastique à usage unique de juillet 2021, ou la procédure enclenchée en novembre 2022 de révision de la réglementation concernant les emballages et les déchets d'emballage. Alors, les quelques exemples que nous présentons ici vont avoir pour objectif juste de montrer que cette stratégie de réemploi-réutilisation peut voir son efficacité démontrée, hein, mais ce par des données, donc c'est documenté, et peuvent être dans une stratégie qui peut être pleinement admise et déployée par certains industriels. Alors rapidement, on a par exemple l'Association internationale de transport maritime, BIMCO, qui a lancé une initiative visant à retirer les bouteilles en plastique à usage unique des navires pour promouvoir des bouteilles réemployables. Alors, grâce à cette initiative, les recharges devraient réduire les émissions annuelles de carbone de chaque navire de 2355 kg. Il y a également comme exemple Light Me Up, qui est le nouveau stylo d'application cosmétique à flux rechargeable airless de Quadpack. Donc, une évaluation du cycle de vie a eu lieu et elle a montré que les émissions de CO2 du produit étaient réduites de 50% dans la version rechargeable par rapport à un stylo à flux non rechargeable. Notons également une étude parue au mois de septembre, commandée par Zero Waste Europe, Reloop et Tomra, réalisée une fois encore par Onomia Research et Consulting, une étude qui montre que les emballages à emporter réutilisables pourraient réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux alternatives à usage unique, seulement si, par contre, si les systèmes de retour et de lavage sont correctement mis en œuvre et optimisés. Alors, nous avons montré l'intérêt de réutiliser et réemployer. Nous avons jusque-là passé sous silence un certain type d'opérations autres, par exemple que le nettoyage d'un emballage, des opérations donc, qui peuvent être nécessaires pour garantir la fonctionnalité des produits remis en circulation. Alors, de nombreux articles ont été publiés ces derniers mois où de telles opérations sont décrites et il s'avère que celles-ci concernent de tout autre produit que des emballages. Alors, on découvre des équipements de sport, des équipements électroniques, d'automobile, hein, pour les plus nombreux d'entre eux. Et à ces publications sont souvent associés un vocable très spécifique comme rétrofit, reconditionnement, seconde main. Pour ne citer que. Alors, dans la plupart des cas, ces initiatives sont plutôt motivées par des considérations de développement durable ou d'économie circulaire. Alors, fort heureusement, certaines publications, alors, sont peu nombreuses, démontrent cette fois-ci via des données de mesure l'impact réellement positif de la réparation et du reconditionnement en matière d'économie et d'émissions de CO2. Alors, par exemple, nous avons l'ADEME qui révélait en septembre 2022 dans une étude intitulée « Évaluation de l'impact environnemental d'un ensemble de produits reconditionnés ». Donc, l'ADEME qui révélait que le reconditionnement des produits numériques permettait de réduire l'extraction de matières premières et les émissions de gaz à effet de serre associées à leur fabrication. Alors, ces gains étaient d'autant plus marqués que le reconditionnement allongeait la durée de vie du produit et que ce reconditionnement pouvait être réalisé localement en changeant un minimum de pièces tout en fournissant des évaluations chiffrées. Alors, pour aller un petit peu vite sur le sujet, donc un autre exemple, d'après une analyse de
Ah, il y a un petit souci. Je vous demande pardon. Bon. Alors, d'après une analyse donc du laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche, et ça se passe en Suisse, c'est l'EMPA. Donc, une analyse menée par l'EMPA, mandatée par l'assureur AXA, il s'avère que remplacer un seul pare-brise revient à émettre 15,3 kg de gaz à effet de serre en équivalent CO2 de plus qu'une réparation. Et ces chiffres sont à peu près similaires sur le remplacement des pare-chocs. Alors, on va parler un petit peu à présent d'éco-conception. Alors, pour rappel, l'éco-conception, c'est donc une démarche centrée sur le produit. Alors, sans perdre de temps sur des définitions, on va juste ajouter que l'éco-conception consiste à intégrer la protection de l'environnement dès la conception des biens et a pour objectif de réduire les impacts environnementaux des produits tout au long de leur cycle de vie. Alors, de ce point de vue, elle peut être une solution concrète à la décarbonation. Alors, différentes stratégies d'éco-conception qui peuvent se combiner d'ailleurs, peuvent être déployées dans un objectif de décarbonation. Alors, nous en avons retenu quelques-unes que nous allons présenter à présent. Alors, l'une d'entre elles, l'une de ces stratégies d'éco-conception, est l'allègement. Alors, nos observations nous indiquent que cette stratégie d'allègement peut être considérée selon deux enjeux. Alors, le premier enjeu consiste, c'est l'enjeu d'envisager l'allègement comme le moyen de réduire la masse d'un objet pour en faciliter son déplacement et donc d'économiser l'énergie déployée pour ce déplacement. Là, cela va se comprendre parfaitement dans le cas de l'allègement des moyens de transport, de manière à ce qu'ils consomment moins de carburant, in fine, moins de ressources fossiles carbonées. Mais ça peut se comprendre aussi avec l'emballage, pour lequel il peut être nécessaire de limiter leur poids pour derrière limiter le poids aussi, le nombre de rotations des camions qui sont susceptibles de les transporter. Le second enjeu de l'allègement, cette fois-ci, c'est de le considérer comme un moyen de diminuer la quantité de matière incorporée dans le seul objectif de mettre sur le marché moins de matériaux plastiques, tout simplement. Et dans ce dernier enjeu, nous allons voir que nous avons constaté que l'emballage était majoritairement concerné. Alors, alléger pour moins consommer. Alors, rapidement, parce que le temps tourne. Alors d'abord, à ce sujet, nous avons constaté une R&D plutôt foisonnante. Alors, je vous invite ici à prendre connaissance de la liste d'une demi-douzaine de projets qui sont liés au transport d'ailleurs, de projets, une liste qui a été communiquée par Polyméris et le pôle marché des transports de la logistique e-Transcommun à l'occasion d'un webinaire le 25 février dernier. Et pour ce qui est de la filière aéronautique en particulier, nous rappelons d'ailleurs qu'elle vise, d'abord, elle vise l'objectif ambitieux de zéro émission nette de CO2 en 2050. Et cette filière, si elle regarde vers des sources d'énergie alternatives et également vers le développement de nouveaux moteurs, d'autres leviers de décarbonation devraient pouvoir être aussi actionnés, notamment l'allègement des structures. Alors, pour mémoire, beaucoup d'exemples sont à retrouver dans le webinaire que nous avions consacré au mois de mars à la décarbonation du secteur aéronautique. Et des exemples, justement, on peut en retrouver différents où sont documentés les volumes de CO2 économisés. Alors, juste ici, rapidement, qui est le CETIM, qui a développé un volet d'aile d'avion de type Kroger en fibre continue de PEC, un volet qui est censé avoir un impact sur l'émission de CO2 du démonstrateur
de deux manières, en réduisant le poids du volet et donc la consommation de carburant et en permettant l'optimisation de l'aérodynamique. Une dernière remarque sur l'allègement des structures. Un constat également, c'est que la fabrication additive est également une composante majeure de ces projets de décarbonation du secteur aéronautique. Alors, nous avons identifié de très nombreux exemples qui concernent, nous l'avons dit, l'emballage. Exemple où le mot d'ordre est de réduire le poids et les émissions de CO2 tout en préservant les propriétés mécaniques des contenants. Alors, on va noter ici également que l'argument CO2 n'est pas nécessairement explicite. Alors, malgré tout, on va en citer un exemple qui est significatif où effectivement des données sont communiquées. Cet exemple nous vient d'Italie, où Lumson, spécialisé dans le packaging primaire pour des produits de soins et de maquillage, où la société d'Anglumson a présenté en février l'APP Light en PCR-PE, qui est un flacon airless à poche qui, grâce à la diminution de l'épaisseur du flacon, est 25 fois plus léger par rapport au modèle équivalent. Une analyse SPICE, SPICE est une plateforme internationale qui mesure la durabilité des produits et des processus. Une analyse SPICE a été effectuée et elle a démontré sur ce produit-là une réduction de 19% des émissions de CO2 générées par la production de l'APP 355 Lite par rapport à une autre version en PE de Lumson. Alors, nous avons vu plus haut que le recyclage était un levier de décarbonation. Alors, la question est désormais la suivante. Pourquoi ne pas anticiper le recyclage en mettant en œuvre en amont, c'est-à-dire dès la conception d'un produit, des mesures qui seraient destinées à faciliter le recyclage ou la valorisation des produits ou des matériaux? Alors, plusieurs pistes sont suivies. Alors, dans le cas de ce webinaire, nous en avons retenu deux en particulier parce qu'elles ont fait l'objet de nombreux articles. La première piste suivie, elle fait écho d'ailleurs à une partie précédente et qui traitait de la réutilisation et du réemploi. Cette première piste, c'est la double notion de démontabilité et de réparabilité. Alors, un exemple pour aller vite, là, on a Cécile, qui est la marque de sneakers réparable et recyclable de la manufacture des rames. Pour cette chaussure-là, ERAM fait valoir une émission de 6 à 7 kg de CO2 émis par paire, avec un volume qui est réduit de 3,8 kg de CO2 si elle est réparée. Alors, on va juste rappeler qu'au sujet de la réparabilité en France, courant 2024, l'indice de réparabilité des produits électroniques devrait se transformer en un indice de durabilité. L'objectif affiché est d'inciter les fabricants à produire plus robuste tout en continuant à pousser les consommateurs, à les pousser donc à se tourner vers la réparation plutôt que la poubelle. Donc, on a vu une première piste qui est donc la démontabilité et la réparabilité. La seconde piste consiste à n'utiliser qu'une seule résine afin d'éviter les mélanges difficiles, voire impossibles à recycler. Alors, un exemple rapidement, c'est Arcade Beauty, qui fabrique des échantillons, qui a annoncé avoir pour objectif de réduire de 3000 tonnes ses émissions de CO2 d'ici la fin de l'année. Alors, pour y parvenir, l'entreprise a développé 3 axes de travail. Alors, 1, la gestion énergétique, 2, l'optimisation des relations avec les partenaires, et 3, c'est ce qui nous intéresse plus ici, qui est agir dans une logique systématique d'éco-conception. Alors, les premiers résultats de leurs travaux, c'est un objet qui est le 3D Pouch, qui sont recyclables en PE, qui permettent des gains environnementaux importants. Là, on est sur des chiffres
qui est moins 19% de CO2 pour moins 50% de poids matière. Et également, comme résultat, ces sachets papier et monorésine recyclables qui permettent des économies de CO2 de 58% pour le papier et de 32% pour le monorésine. Alors, notons ici aussi que les autres exemples que vous retrouverez dans le rapport concernent, qui concernent la stratégie du monomatériau, concernent plutôt très majoritairement le secteur de l'emballage. Alors, une dernière remarque, il arrive assez souvent que les industriels choisissent d'actionner plusieurs leviers en même temps pour le développement d'un même produit. Alors, on a eu l'occasion de voir du recyclé d'un côté, de l'allègement de l'autre, du carton par ailleurs. Donc, comme je le disais, on peut avoir des stratégies où on multiplie, où on fait se croiser ces diverses stratégies. Et pour terminer, nous souhaitions présenter rapidement un exemple emblématique de cette stratégie multiple, qui est l'exemple de la Citroën qui a dévoilé en septembre 2022 un concept car, Oli, le nom de ce concepteur, un concept car qui est censé préparer la voiture de demain à un monde moins abondant en ressources. Alors là, rapidement, dans ce concept car, on retrouve la plupart des éléments qu'on a eu l'occasion de voir tout à l'heure. On a l'utilisation de carton, on a la réduction du nombre de composants, on a des matériaux recyclés, on a des matériaux, des composants réparables, des pièces fabriquées en 3D pour faciliter l'allègement, etc., etc. Voilà, donc ces exemples, vous les retrouverez évidemment dans le rapport. Alors, nous en avons terminé sur cette présentation. Nous vous rappelons simplement que le rapport dont ce webinaire fait l'écho aujourd'hui sera très prochainement publié sur notre plateforme Polymédia. Et vous y retrouverez, je le disais, les éléments présentés ici et bien davantage. Et à ce sujet, vous serez informé par une alerte publiée dans les news du matin, si vous avez pensé à vous y abonner. Vous serez donc prochainement informé de la mise en ligne et la mise à disposition de ce rapport. Et n'hésitez pas également, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, à consulter toujours sur la plateforme Polymédia le premier volet de cette étude qui était, je rappelle, consacré à la décarbonation par la technologie. Voilà, il ne me reste qu'à vous remercier pour votre attention et à vous souhaiter une très agréable fin de journée. Merci beaucoup, à très bientôt.